au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de ce journal. La Banque mondiale consent à soutenir le Togo dans le secteur de l'énergie. Un accord de financement vient d'être signé permettant à l'institution de Bretton Woods de financer la construction prochaine d'une centrale solaire dans le nord Togo. Les précisions à suivre dans ce journal. Plus de 3500 accidents rien que pour le dernier semestre de 2022. Tel est le bilan dressé par le ministère de la Sécurité et présenté ce mardi à la presse. La situation sécuritaire devrait tous nous interpeller selon les responsables de ce département. Et puis ce 21 février, journée internationale des langues maternelles. On repense à leur place dans l'éducation aujourd'hui au Togo. Vous suivrez donc la commémoration de cette journée au lycée d'Agbalépé d'Ogan à Lomé. Voilà donc pour les titres. Nous débutons cette édition par les échos du palais de la présidence de la République. Le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe y a accordé 2 audiences ce mardi. La première aux représentants résidents du programme des Nations Unies au Togo. En fin de mission, Ali Oudia est allé exprimer sa gratitude au chef de l'État pour la franche collaboration et la facilitation dont il a bénéficié durant son séjour au Togo. Il quitte notre pays tout en réitérant la disponibilité de son institution à accompagner le Togo dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Nous écoutons M. Dia au micro de Isaka Aruna. On a bien discuté, il reconnaît les efforts que le PNUD a fait ces dernières années et nous encourage à aller de l'avant. Et je pense que nous allons nous inscrire dans cette dynamique pour accompagner la mise en œuvre de la feuille de route. Nous allons aussi nous inspirer de tout ce qui est fait au Togo pour pérenniser ces différentes actions. Donc je voudrais remercier le chef de l'État, remercier l'ensemble du gouvernement et remercier toutes les autorités pour la facilitation de notre mission, pour la facilitation de notre travail. Et ce n'est que partie remise, ce n'est qu'un au revoir. J'aurai l'occasion de revenir au Togo, Inch'Allah, pour peut-être servir. Mais je reviendrai au Togo à coup sûr. La seconde audience a été accordée à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Togo. Le diplomate ivoirien Timoko Moriko, également en fin de mission, est allé faire ses adieux au président de la République. Il lui a également renouvelé la reconnaissance de tout le peuple ivoirien pour son implication dans la libération des 49 militaires ivoiriens. Nous écoutons les diplomates ivoiriens au micro de Isaka Aruna. Il était bien séant dans la pure tradition diplomatique de venir faire nos adieux au président de la République et lui dit infiniment merci pour tout son soutien, pour son appui multiforme et surtout pour le rôle que le président Faure Nyazingbe a joué dans la libération des soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali, pays frère, pays ami, pays de longue date. Donc il était question pour nous également, à la suite du président Alassane Ouattara et du ministre d'État, ministre de la Défense qui avait séjourné ici, pour remercier le président de la République et le gouvernement et le peuple togolais. Il était bien séant également que nous puissions réitérer les remerciements de toute la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. Voilà pour l'essentiel ce qui a pu filtrer des échanges que nous avons pu avoir avec le président de la République, avec beaucoup de fierté. Nous partons un peu tristes, mais on continue de... C'est pour la bonne cause, donc il n'y a pas de raison qu'on soit triste. Et c'est à la présidence de la République également qu'a été reçue la directrice des opérations de la région Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. Avec la ministre secrétaire générale de la présidence, Mme Sandra Johnson, la directrice a évoqué les secteurs où l'appui de son institution devra se renforcer davantage. Abidé Nyazingbe pour des précisions. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Sandra Ablambla Johnson, gouverneur de la Banque mondiale, a reçu ce 20 février 2023 à Lomé Mme Coralie Gevers, directrice des opérations de la région Afrique de l'Ouest et centrale. Les entretiens ont porté sur les priorités pour le renforcement du partenariat entre la République togolaise,
et le groupe de la Banque mondiale. Madame la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablambla Johnson et son hôte ont en outre eu des discussions sur la mission de préparation d'appui budgétaire visant à renforcer le développement durable et la résilience au Togo. Les défis actuels de développement du Togo ainsi que les principaux axes inscrits dans le nouveau cadre de partenariat pays 2023-2027 étaient également au cœur des échanges. L'appui budgétaire de la Banque mondiale repose sur 3 piliers alignés sur les axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Il s'agit de favoriser un développement durable et inclusif, renforcer le capital humain et la résilience au choc et de créer l'espace budgétaire pour les dépenses prioritaires provenant des ressources de l'État et des entreprises publiques. Le montant global de l'appui budgétaire des opérations pour 2023 et 2024 s'élève à 200 millions de dollars US, soit plus de 120 milliards de francs CFA. Cette opération couvre les secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, l'inclusion financière, l'éducation, la protection sociale et le genre. Pour rappel, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo comporte 18 projets, dont 9 projets nationaux d'un montant de 420,10 millions de dollars, soit plus de 252 milliards de francs CFA, et de 9 projets régionaux d'un montant de 535,53 millions de dollars, soit environ 322 milliards de francs CFA. Et toujours dans le cadre du renforcement de cette coopération, gouvernement togolais et Banque mondiale ont signé ce matin à Lomé un nouvel accord de financement dans le cadre du projet régional d'intervention urgente dans le secteur de l'énergie solaire dénommé RESPIT. Au Togo, le nouveau projet va financer la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW avec 40 MWh de stockage batterie et raccorder ainsi des milliers de ménages au réseau électrique dans le nord Togo. Les précisions dans ce reportage de Carmen Madji à Capo. La Banque mondiale s'engage à booster le domaine énergétique au Togo. Un montant de 60 millions de dollars américains, soit environ 40 milliards de francs CFA, vient d'être mis à la disposition du gouvernement. Cette ligne de crédit va permettre au pays de réaliser une performance pour l'atteinte de l'objectif des 50% de part du renouvelable dans le mix énergétique du Togo. Plus de 12 000 ménages seront bientôt connectés à l'énergie verte. Le projet RESPIT financera le développement d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW crête à Dapaong, qui sera munie d'une capacité de stockage par batterie d'au moins 40 MW par heure. Cette capacité de stockage permettra de stabiliser le réseau et ainsi d'augmenter sa capacité à recevoir d'autres centrales solaires au Togo. En outre, le projet contribuera au développement local dans la région des Savanes par le raccordement au réseau de 161 localités. Le Togo a fait le choix de l'indépendance énergétique en diversifiant ses sources de production. Le gouvernement ambitionne de booster la production des énergies renouvelables en la faisant passer de 3 MW à 200 MW à l'horizon 2030. Le projet est structuré autour de 3 composantes, à savoir la construction d'une centrale solaire de 25 MW avec 40 MWh de stockage batterie à Dapaong, comprenant une ligne d'évacuation de l'énergie. Il permettra l'électrification d'environ 60 localités rurales dans la région des Savanes et renforcera ainsi les efforts du programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes PURS. La seconde composante concerne l'électrification rurale. Il prévoit l'installation de 1853 lampadaires pour l'éclairage public et le raccordement d'environ 12 100 ménages. Le projet veillera également à intégrer les aspects liés à la résilience au changement climatique des infrastructures électriques concernées. La dernière composante est l'assistance technique au secteur et le soutien à la mise en œuvre du projet. Pour Sani Yaya, cette cérémonie a une double signification.
D'abord, elle traduit l'engagement résolu du gouvernement à booster le taux d'accès des populations à l'énergie propre et à coût abordable, mais elle symbolise également la volonté de la Banque mondiale à accompagner sans cesse le Togo vers le développement souhaité. Qu'il me soit permis d'abord d'exprimer au nom du président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essebsi Gnassingbé, et de son gouvernement, nos sincères remerciements au groupe de la Banque mondiale pour la mise en œuvre de ce projet qui est un modèle d'intégration. Je voudrais par la même occasion vous renouveler ma gratitude pour l'initiative et la coordination des différentes équipes des pays bénéficiaires. Votre présence à nos côtés prouve à suffisance votre volonté manifeste d'accompagner donc tous ces pays dans leur processus de développement économique et social. Cette convention de financement s'inscrit dans le contexte du projet régional d'intervention d'urgence en énergie solaire RESPITE. Il a pour ambition d'augmenter rapidement la capacité d'énergie renouvelable connectée au réseau du Tchad, du Libéria, de la Sierra Leone et du Togo afin de renforcer l'intégration régionale dans le secteur de l'électricité. Coût du projet, 311 millions de dollars américains. Depuis quelques semaines, le sujet alimente les débats. Le rapport de la Cour des comptes sur le fonds riposte Covid-19 gestion 2020. Et les députés togolais ont donc suspendu leurs vacances parlementaires pour une session extraordinaire ce mardi. Face à eux, le gouvernement allait apporter donc des réponses et des précisions sur les zones d'ombre relevées par le rapport. Et la séance extraordinaire est toujours en cours en ce moment du côté de l'Assemblée nationale. Dans le Grand Nord, les populations vulnérables déplacées par les catastrophes naturelles et la crise sécuritaire reçoivent de l'aide. Elle vient de la Chine à travers le Programme alimentaire mondial PAM. C'est le ministre de la Sécurité qui a présidé la cérémonie de remise des vivres. Depuis Dapaon, la correspondance de Gérard Lagoudou. Le Programme alimentaire mondial et l'ambassade de Chine au Togo accompagnent le gouvernement togolais au profit des populations confrontées à des situations difficiles. Plus de 960 tonnes de vivres ont été mobilisées pour soutenir le Grand Nord du Togo. 10 400 ménages ont été enregistrés pour impacter 52 000 personnes vulnérables. Les 52 000 sont répartis entre les savanes et la Kara. Et il y a 3 catégories de bénéficiaires. Nous avons les déplacés internes, donc les Togolais qui sont déplacés. Nous avons également des réfugiés, donc les Burkinabés qui sont déplacés ici au Togo, mais aussi les personnes sinistrées par les inondations. Les familles qui ont des enfants de moins de 2 ans et qui ont également des femmes allaitantes ou les femmes enceintes recevront ce qu'on appelle le super céréales. On aura aussi de l'argent qui sera transféré à ces personnes-là. Cet appui vient alléger la charge au sein des familles d'accueil et renforcer le soutien du gouvernement pour plus de résilience. Nous avons enregistré toute forme d'aide de la part du gouvernement togolais. On a bien compris une fois de plus que le gouvernement togolais pense véritablement au peuple burkinabé qui se sont migrés difficilement ici dans la région de Savane. Nous vivons ici au Togo comme chez nous. Alors, la collaboration, la cohabitation s'y est. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, puis garantir la paix conformément à l'axe 1 de la feuille de route Togo 2025 est un impératif catégorique. Donc je voudrais au nom du gouvernement, au nom du président de la République, dire un sincère merci au PAM. Le terrorisme va être vaincu. Il va être vaincu. Aujourd'hui, le président l'a dit à plusieurs reprises qu'il n'est pas question que nous cédions 1 cm² de notre territoire à ces groupes armés terroristes. Les forces sont là, tout le monde doit collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour que cette lutte soit une lutte collective. Et sur les sacs d'emballage, les étiquettes sont claires et les instructions fermes. Interdit à la vente et toute forme d'échange.
Ce 21 février, l'événement était quelque peu insolite. Les élèves du collège protestant d'Agbalépé d'Ogan ont exécuté l'hymne national en langue locale. Et pour la bonne raison que ce mardi est célébrée la Journée internationale des langues maternelles, une occasion de rappeler leur importance dans l'éducation au Togo. Marie-Thérèse Nabédé, Gisèle Kozola. Collège protestant d'Agbalépé d'Ogan ce matin. L'hymne national, la terre de nos aïeux, en éveil. Puis en cabier. Deux langues du terroir, pas de français, comme d'habitude. Un scénario inhabituel et pour cause. Depuis un certain temps, ces langues maternelles disparaissent. Mais nous, au collège protestant, nous voudrons faire cette spécificité de renouveler l'enseignement de ces langues nationales qui font le soubassement de tout peuple. Celui-là qui oublie sa langue maternelle est un homme qui a perdu ses racines. L'hymne national en langue maternelle, une initiative de la coordination pour la promotion des langues COPLAN. Pour l'association, c'est la voie pour amener parents et enfants à un usage courant des langues maternelles. Nous voulons profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les Togolais, de près ou de loin, à ne pas démissionner devant leur langue maternelle, de tout faire, parler leur langue maternelle à leurs enfants à la maison. Nous prenons la relève en les enseignant dans les établissements, mais ça ne suffit pas. À la mise en scène, un skate qui nous plonge dans une réalité quotidienne. Également à l'affiche, des devinettes, des proverbes dans un langage tout local. Au collège protestant Lomé-Tokoin, l'enseignement des langues maternelles est une vieille tradition. Il a été déjà institué dans le programme 1 heure d'enseignement DV, 1 heure d'enseignement cabier par semaine. Et c'est ce que le collège fait depuis 1947 jusqu'à ce jour. Ma langue maternelle, mon identité. COPLAN en fait son slogan. Ses membres sont pour la plupart des enseignants et praticiens de la matière. Et cette question à présent, combien sommes-nous à parler couramment nos langues maternelles et surtout à les parler à la nouvelle génération? Très peu. Et pourtant, elles sont indispensables, voire primordiales dans toute éducation. Que savoir, que retenir justement de nos langues, de nos différentes langues locales, maternelles et surtout comment les revaloriser aujourd'hui? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Kwasi Glé et présenté par Yata Aratem. Les langues, premier outil indispensable dans la chaîne de communication interpersonnelle. Elles interviennent dans les interactions entre plusieurs personnes et c'est le canal pour la transmission du savoir et des valeurs culturelles et cultuelles. En Afrique, les langues sont généralement estimées à environ 2000 pour 1 milliard d'habitants. Elles sont la base de la société. Aujourd'hui, là, on est au Togo. Quand on se déplace dans les rues, on entend les gens parler en langue et c'est ça qui fait la vie au quotidien. Donc c'est normal qu'on puisse aujourd'hui apprendre, lire, réfléchir dans ces langues-là qui sont à la base de la société. Tout se joue ici à travers la démultiplication des centres de formation en langue locale. Les établissements scolaires sont aussi mis à contribution. Un atout, un coup de pouce pour une valorisation de ces langues. Quand on apprend une langue, ça nous permet de voir des choses qu'on n'est pas capable de voir quand on parle l'anglais, le français et l'espagnol. En Wolof, on dit « mangi chitatu garabgi ». Ça veut dire « je m'assois aux fesses de l'arbre ». En français, on dit « je m'assois au pied de l'arbre ». Et quand je dis « je m'assois aux fesses de l'arbre », ça veut dire que pour moi, l'arbre ne s'arrête pas au sol. Ça comprend les racines de l'arbre. Ça veut dire que je vois l'arbre dans son entièreté et pas juste la partie visible, mais aussi la partie invisible de l'arbre. Souvent, on ne réfléchit pas forcément sur les mots, même l'usage des mots en français, mais dans les langues africaines, c'est une vision, c'est une sonorité, c'est des subtilités
qui sont différentes. L'âge n'en est point un obstacle. Au niveau des différentes classes sociales, le choix est clair et chacun se sent concerné quand il s'agit de sa langue dans laquelle il s'identifie le mieux. Pour moi, c'est important aujourd'hui que quand je suis avec mes amis, on puisse parler en langue. Parce que c'est un plaisir de se retrouver entre nous et de pouvoir échanger dans nos langues à nous. On doit être dans une démarche de plurilinguisme. On ne doit pas arriver, je parle le mina, je parle le kabyé. Non, je dois parler le mina et le kabyé parce que je suis togolais. Et pour que les langues ne s'estompent au fil des jours, beaucoup reste à faire. Des efforts à fournir au niveau des États si l'on veut donner une vie durable à nos langues. Il faut aussi que ça soit mis en place à l'université, dans les écoles pour les intellectuels. Aujourd'hui, il y a une manière d'écrire le mina et elle n'est pas forcément bien enseignée. Les gens n'écrivent pas forcément correctement. Et donc ça aussi, ça demande un vrai travail de promotion dans le cadre de l'enseignement. On a aujourd'hui le kabyé et le mina qui sont des langues qui sont quand même valorisées. Les langues maternelles déterminent les relations de l'homme avec les autres. Elles restent déterminantes dans son évolution, son insertion socio-professionnelle et les différents rapports qu'il entretient avec les autres sociétés. Et ce mardi, les responsables du ministère chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat ont échangé avec les fondateurs des établissements privés et les parents d'élèves, non pas sur les langues maternelles, mais plutôt sur le projet de placement en stage des apprenants durant leur formation professionnelle. L'idée est d'allier la théorie à la pratique très rapidement et surtout permettre ainsi aux apprenants de facilement s'intégrer et s'insérer sur le marché de l'emploi une fois leur formation terminée. Les précisions avec Norbert Aguidanou et Ramdan Bassina. Échange entre le ministère en charge de l'enseignement technique, fondateur des établissements privés d'enseignement technique et parents d'élèves. Au menu, le placement en stage des apprenants au cours de leur formation, un processus auquel ils doivent adhérer en s'impliquant davantage. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'insertion, bien le placement des élèves en stage, je pense que tout le monde va se mobiliser pour pouvoir apporter sa pierre à la contribution. Le but est d'inculquer un esprit professionnel et un savoir-faire à ces apprenants en vue de les préparer au marché du travail. Nous nous sommes rendus compte que la formation que nous donnons dans nos établissements, centres de formation, n'arrive pas réellement à leur offrir cette compétence-là. Et c'est pour cela que nous avons donc lancé ce projet de placement en stage qui va permettre à nos apprenants d'aller dans les milieux socio-professionnels. Le taux de placement en stage est estimé à ce jour à 48% contre une prévision de 50%. Ambition inscrite dans la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. La présente rencontre qui vise à renforcer le cadre de collaboration entre les acteurs publics et privés de la formation technique et professionnelle en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle s'inscrit bien dans la vision du chef de l'État, grâce à qui la politique d'adaptation et de dynamisation de notre système d'enseignement technique et de formation professionnelle est valorisée à travers des approches innovantes de développement de compétences techniques et professionnelles. Pour y parvenir, un dialogue permanent et sincère s'impose entre les différents acteurs de notre système de formation. C'est depuis le 2 juillet 2021 que le placement en stage de tous les apprenants de l'enseignement technique est rendu obligatoire. La phase pilote de la formation par alternance est lancée cette année dans 10 centres publics et sera généralisée à l'ensemble du sous-secteur dans les années à venir. Et je vous l'annonçais en titre, le ministère de la Sécurité vient de dresser le bilan sécuritaire du dernier semestre de l'année 2022. Un tableau assez sombre qui appelle tous les acteurs à plus de détermination. 3689 accidents au compteur. Il faut inverser la tendance et c'est le souhait de tous les participants à la rencontre au point de presse de cet après-midi. Le compte rendu avec Abidi Niassingé. Forces de défense et de sécurité, Conseil national des transporteurs, Direction des transports routiers et ferroviaires se partagent la facture sécuritaire du dernier semestre de l'année 2022. Une facture salée qui dépasse toute attente.
Plus de 3600 accidents, 5055 blessés et 336 morts. Devant ce tableau, tous décident de mettre la main à la pâte pour que les routes togolaises soient moins dangereuses. Les forces d'ordre et de la sécurité, ils vont dans les mosquées, ils vont dans les églises pour sensibiliser. Donc je crois que vous avez du travail. Vous et moi, nous allons nous retrouver et organiser ces séances, ces tournées de sensibilisation dans les mosquées. Vous êtes nombreux, les transporter dans les mosquées, on vous retrouve. Donc ça, c'est important pour que le nombre d'accidents vraiment... 2023, c'est un défi pour nous, les transporteurs. Nous devrons tout faire pour baisser considérablement le nombre d'accidents comme le nombre de morts, effectivement. 62,80% de ces accidents sont causés par des motocyclistes. Excès de vitesse, non-respect des feux tricolores et non-maîtrise du véhicule sont incriminés. Notre objectif, c'est de ramener au taux le plus bas des nombres d'accidents et des nombres de décès. Donc au niveau des conducteurs, surtout tout le temps quand on regarde, c'est les engins à deux roues. Ils sont, disons, à la tête des nombres de morts souvent. Et donc comme ils sont là, ils sont ici, il faut vraiment qu'on arrive à baisser considérablement ce taux-là. Donc la sécurité, le Togo a souscrit à la charte africaine de la sécurité routière. Donc l'objectif dans la charte, il faut que nous, au niveau du Togo, qu'on fasse tout pour effectivement rester dans les normes. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le taux voulu, mais bon, nous devrons effectivement prendre différentes mesures pour épargner les vies humaines. Dans ce rapport, le ministère appelle les usagers à plus de prudence sur les axes qualifiés d'accidentogènes. La route nationale reliant Lomé à Séquencé notamment, qui à elle seule compte largement plus de la moitié des morts. Pour promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, garantir ainsi l'intégrité, l'honnêteté, la probité des hautes personnalités et des hauts fonctionnaires, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Adogbe a présidé ce mardi une rencontre d'échange sur la procédure de déclaration des biens et avoirs. Et c'était donc à la primature. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. À la primature, Madame le Premier ministre et son équipe gouvernementale ont échangé avec Madame Awanana Daboya et son équipe en campagne d'information et de sensibilisation. Informer et sensibiliser les membres du gouvernement sur l'importance de la déclaration des biens et des principes de base, les échanges étaient fructueux et suscitent confiance et adhésion des assujettis au processus. On a échangé autour de ce mécanisme de gouvernance économique dont l'État s'est doté. C'est le lieu de rendre encore un hommage mérité au chef de l'État pour sa vision de dirigeant éclairé. Il a voulu ce mécanisme dans le but donc de promouvoir la transparence, de promouvoir la gouvernance économique. La loi et la Constitution ont listé 2 catégories d'assujettis. Les hautes personnalités, prévues par l'article 145 de la Constitution. Eux, ils sont ce qu'on appelle les assujettis de première catégorie qui doivent déclarer des biens qui sont supérieurs à 50 millions en ce qui concerne les biens immeubles et ceux qui sont supérieurs à 20 millions en ce qui concerne leurs biens meubles. De la deuxième catégorie, ceux qu'on appelle les hauts fonctionnaires, les députés, les partis politiques et tout ça, ceux de la deuxième catégorie, ils sont prévus par la loi qui doivent déclarer les biens qui sont entre 20 millions pour les biens immeubles et 2 millions pour les biens meubles. Dès le 1er mars, nous commençons avec le gouvernement. Ils viennent d'être informés. Et ainsi de suite. C'est au rythme de notre calendrier que nous invitons. Parce que c'est le médiateur qui invite telle catégorie, tel assujetti à venir faire sa déclaration. La déclaration des biens, une institution de la Constitution de 92, en son article 145,
dans le souci de promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, de garantir l'intégrité, l'honnêteté et la probité des serviteurs de l'État. La campagne du processus de déclaration des biens et avoirs a commencé le 31 janvier dernier. La Société des moulins modernes du Togo lance de nouveaux produits sur le marché togolais. Et c'était au cours d'une soirée en présence des distributeurs et des transformateurs de la farine de blé. Norbert Agbedanou, Ekouessala. Des produits issus de la transformation du blé, farine et autres dérivés, ils sont fabriqués dans les conditions qui respectent les normes et la qualité requise sur le marché. Nous présentons 3 farines. La farine Dunot que nous utilisons pour faire les beignets, les botocoins, les achomos dont nous renfolons ici au Togo. La farine Colombe que nous utilisons pour faire les baguettes de pain, communément appelées les sakoumi. Et puis la farine Bélier qui permet de faire les pains de mie, les pains salés, les croissants, les viennoiseries, les pizzas et tout autre. C'est plein de protéines parce que le blé qu'on utilise, c'est des blés assez protéinés. Pour les distributeurs agréés, ces produits sont plus appréciés par les clients. Des boulangers présents à cette rencontre témoignent du bon rendement que cela leur génère. C'est une farine de qualité, de haute qualité, parce que moi-même, je suis née dans une farine de boulangerie. Je sais ce qu'on appelle farine. Cette farine, elle est extraordinaire. Quand tu prends ça pour faire le pain, la mine est bonne. Tout d'abord, la farine est très fine. C'est léger, c'est pas très lourd. Le pain gonfle rapidement. Et quand on met dans le four même, ça ne s'affaisse pas. Ça monte. Officiellement lancée le 7 mars 2021, la Société des moulins modernes du Togo dispose d'une capacité de production de 250 tonnes par jour. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Pia dans la Causa. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.